Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 6e émission d'Hexagone et nous accueillons pour cette émission un invité exceptionnel en la personne de François Molins. Bonsoir François Molins. Bonsoir. Alors je vous reçois, vous êtes le super proc, j'ai l'impression de vous connaître parce que vous étiez chez nous les Français tous les soirs pendant une période à la fois terrible, mais en même temps vous étiez là pour nous informer, nous rassurer pendant cette période des attentats. Alors je précise aussi que vous venez de publier Au nom du peuple français chez Flammarion. Vous relatez tous ces événements, mais pas seulement, parce que vous le dites, vous avez été 46 ans au service de la justice. On n'aurait pas le temps ici d'énumérer tout votre CV, tous les postes que vous avez occupés partout dans l'Hexagone et en dehors, parce que vous avez été également en poste en Corse. Donc le CV est très très long. Mais on revit ces attentats à la lecture de votre livre qui, je précise, est très facile à lire, très agréable, malgré cette revivance d'événements très difficiles que nous avons tous traversés, mais vous de manière très particulière, puisque en tant que procureur de Paris de 2011 à 2018, donc vous étiez en charge de l'antiterrorisme. Est-ce que vous êtes le même homme avant et après ces attentats, surtout ces attentats de 2015? J'espère que je suis le même homme, en ce sens que moi j'ai pas changé, je crois toujours aux mêmes valeurs, je pense que j'ai toujours le même mode de vie, mais c'est sûr quand on voit des images comme ça, c'est des choses qui vous marquent à jamais, hein, donc c'est des choses que j'oublierai jamais et qui certainement, moi je suis pas à plaindre, hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert dans leur chair, hein, toutes les victimes. Il y a des policiers, des intervenants médicaux notamment, des magistrats qui ont été encore plus perturbés que moi par tout ça. Donc moi je me plains pas, j'ai sûrement eu des petits... je pense que ça, psychologiquement ça a été difficile, hein, mais je pense que je suis resté le même et que j'ai surmonté. Mais encore une fois, j'oublierai jamais tout ça. Vous le racontez précisément donc, dans vos mémoires. Vous avez tenu après chaque attentat à vous rendre sur place, hein, que ce soit le jour, la nuit, vous êtes allé et vous êtes entré même avant beaucoup de monde, avant les politiques que vous avez voulu protéger, notamment au Bataclan. Et là, vous avez vu des choses absolument terribles. Hein. Oui, mais ça fait partie du travail du procureur. Hein. C'est, si vous voulez, un triste privilège, hein. On est souvent parmi les premiers à rentrer sur les scènes de crime. Il y a toujours un procureur, un substitut, un vice-procureur ou un procureur qui va sur les scènes de crime, d'assassinat et de choses comme ça. Donc effectivement, j'étais... là, c'est puissance 100. Tout à fait. Puis vous voyez les choses telles qu'elles sont, hein, dans leur crudité, leur brutalité, leur violence. Donc c'est effectivement dur, mais encore une fois, ça fait partie du métier et c'est un devoir parce que il faut être là, accompagner les policiers, hein, il ne faut pas leur laisser toute cette charge sur le dos, il faut être là avec eux. Et puis c'est aussi intéressant de se rendre compte pour bien prendre la mesure en fait de ce qui s'est passé, de sa gravité. Et puis, bon, sur Charlie Hebdo, vendredi 13, il n'y a pas véritablement de difficulté en termes d'orientation des investigations, mais vous avez dans des vice-procureurs des scènes de crime dans lesquelles, effectivement, il faut avoir vu, parce que ça peut aider à comprendre un certain nombre de choses, et ça peut éclairer, après, un certain nombre d'hypothèses qui vont devoir être résolues dans le cadre de l'enquête. Donc c'est important d'y être. Et alors, vous dites, à un moment, vous écrivez à propos d'un autre attentat qui est celui qui a été fait par Mera. Vous dites, on a été totalement naïf en matière d'islamisme radical. Pourquoi? Comment vous expliquez qu'il y a eu une telle naïveté? L'affaire Mera, si vous voulez, elle procède d'une sorte de ce que j'ai appelé un phénomène de naïveté, même si je ne veux pas jeter l'anathème sur les services de renseignement. Mais il y a une forme de naïveté des services de renseignement. Ce que j'explique dans mon livre, il y a un moment où la DCRI de l'époque, donc le renseignement intérieur, s'était mis en tête de recruter Mohamed Mera comme informateur. Donc, c'est le signe qu'il ne savait pas véritablement compris quelle était la vraie personnalité de ce monsieur et ce qu'il s'apprêtait à faire. Et puis il y a aussi une forme de naïveté, c'est la seconde raison pour laquelle j'ai employé ce terme, c'est qu'à l'époque, en 2012, on n'a pas vu véritablement arriver cette forme de terrorisme low cost, hein, terrorisme du pauvre, avec des passages à l'acte individuel, et on n'a peut-être pas mesuré effectivement le danger que ça représentait à travers le passage à l'acte d'individus isolés.
qui avaient pu aller se former au Pakistan ou en Afghanistan, formés au maniement des armes, et qui revenaient en fait dans nos pays, en Occident, avec un mandat général de faire du mal, mais en choisissant la cible dont ils étaient... Alors la cible, c'était une école juive, des enfants. C'était les militaires et les militaires, et ensuite dans une école juive, des enfants ont été assassinés. C'était déjà un crime antisémite. Oui, tout à fait. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'atmosphère antisémite. Est-ce que vous diriez qu'en France, il y a un antisémitisme, pardon. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est exacerbé? Moi, je pense qu'il y a toujours eu des phénomènes d'antisémitisme dans le monde occidental depuis le Moyen-Âge, qui est revenu régulièrement dans tous les pays. Dans tous les pays. J'étais il y a 3 semaines en Espagne, et en Espagne, il y a 500-600 ans, on a expulsé tous les juifs d'Espagne, Isabelle la catholique. Et dans tous les pays d'Europe, il y en a eu. Et je pense qu'en ce moment, effectivement, sur fond de poussée de l'islamisme et sur fond de conflits israélo-palestiniens, je pense qu'il y a effectivement un regain d'antisémitisme qui se produit d'ailleurs en France, mais aussi dans d'autres pays. Je lisais ce matin qu'en Allemagne, il y a 80% aussi de hausse des actes antisémites en lien avec ces événements. Donc je pense que c'est une réalité qui doit effectivement conduire à beaucoup de vigilance et effectivement à des efforts particuliers, notamment chez les jeunes, en termes d'éducation. Alors, bon, puisqu'on parle de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment en France, nous sommes à la veille des Jeux Olympiques qui vont accueillir à Paris et en région parisienne 10-12 millions de personnes. Les services américains font dire qu'ils ont intercepté des messages menaçants concernant la France. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Alors, je ne suis pas au courant de ce que vous dites, je n'avais pas d'informations là-dessus, c'est possible. Enfin, la France est toujours sous le coup de menaces. Mais je pense qu'objectivement, de toute façon, il faut toujours être inquiet, et il faut être inquiet. D'abord, quand on est inquiet, on est vigilant. Et il y a effectivement de quoi être inquiet, parce que je pense que la France a toujours constitué une cible importante pour les mouvements terroristes, compte tenu de son histoire. On retrouve les mêmes causes pour les événements de 2012 et 2015. Donc la France a toujours été une cible, et elle l'est d'autant plus qu'elle va accueillir un événement à très grande échelle. À résonance mondiale, à très très grande échelle. Donc nécessairement, il y a un risque. Et je pense que tout le monde a raison, effectivement, d'être vigilant avec ça. Sauf qu'on entend plutôt le discours tout va bien, on gère, alors qu'on aura peut-être un prochain gouvernement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je pense que... On n'aura pas le même ministre de l'Intérieur, ça c'est certain. Moi, je pense et j'espère que les choses ont été correctement préparées par les forces vives de l'administration et de la sécurité intérieure, c'est-à-dire tous les préfets, la police et la gendarmerie. Enfin, j'ose espérer que le dispositif qui a été préparé depuis des mois, il sera là invariablement, quel que soit le gouvernement, qui ne va pas être démonté. Une cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est sécurisable? Après, on a le droit d'être inquiet, c'est sûr, et je pense qu'effectivement, le moindre attentat, même un attentat individuel, ne serait-ce que du type Bir Hakeim, une attaque au couteau, aurait une résonance considérable. Mais encore une fois, il faut avoir confiance aussi dans les acteurs de la sécurité. Je pense que tout a été fait pour essayer de tendre le plus possible à gommer le risque. Maintenant, le risque zéro, il n'existe pas. Non, et là, encore moins avec 12 millions de personnes, sur une ville assez petite. On le dit, on est dans une période très instable parce qu'on va avoir un nouveau gouvernement dans quelques jours. Vous êtes exprimé sur la politique en disant que la plus grande menace pour le pays, pour la France, c'était l'extrême droite. En quoi c'est une menace? Alors d'abord, je ne l'ai pas dit spontanément, je l'ai dit parce qu'on m'avait posé la question. Et effectivement, moi, je pourrais me dire qui je suis pour faire ce genre de choses. Alors, je n'appellerai jamais à voter pour qui que ce soit parce que je ne vais pas le faire, ce n'est pas mon rôle. Mais effectivement, quand on m'a posé la question, j'ai répondu que la menace, l'extrême droite me paraissait la première menace aujourd'hui dans notre pays, essentiellement pour 2 raisons. D'abord des raisons de sondage, c'est qu'on voit qu'ils sont aux portes du pouvoir, donc c'est une première place quantitative. Et puis la seconde, c'est que, et c'est là moi où je m'exprime en tant que citoyen, et puis bon, j'ai été magistrat, mais comme je ne suis plus, je suis retraité, je ne suis pas tenu à l'obligation de réserve. Vous restez magistrat dans l'âme. Oui, et donc je suis... Mais vous n'avez plus le même devoir de réserve. Je n'ai pas l'obligation de réserve, mais je suis tout autant qu'avant attaché au respect de l'état de droit. Et moi, je crois à certaines valeurs qui sont la solidarité, je disais la justice, le dialogue, le partage, le respect de la dignité des gens.
et le respect de l'état de droit. Et par rapport à ces valeurs, je trouve que les discours qui sont prônés par ce mouvement, même si on essaie de les gommer ces derniers temps, me paraissent particulièrement dangereux pour les valeurs auxquelles je crois. Donc c'est en ce sens que je dis que pour moi, la première menace, c'était celle-là. Quand on entend l'une de leurs propositions qui consisterait à supprimer l'accès à certains emplois dans la fonction publique, même si Ouais. pour l'instant des domaines comme la défense, alors que Marine Le Pen, il y a 2 mois, a proposé justement une proposition de loi qui interdisait toute la fonction publique aux binationaux. Oui. Est-ce que vous pensez que les magistrats auraient un rôle particulier si le gouvernement devenait Rassemblement national et qu'il présentait vraiment cette loi? Est-ce que les magistrats laisseraient faire? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. J'ai essayé de le faire avec peut-être donner des clés de lecture. On parle souvent d'obligation de neutralité. Bon, c'est vrai que les magistrats d'abord ne sont pas des fonctionnaires, ils ont un statut différent. On peut parler de neutralité, encore que dans l'histoire, elle n'a pas toujours été appliquée. Hein. J'ai souvenir de gouvernements il n'y a pas si longtemps où on avait fait jurer des obligations de fidélité au gouvernant. Hein. Donc la neutralité, elle est aussi à géométrie variable suivant les époques en termes d'obligations vis-à-vis de l'État. Mais je pense que le magistrat, évidemment, comme agent public, il a une attitude de neutralité, mais il faut essayer d'aller plus loin. Il y a 2 composantes, je pense, dans son travail. D'abord, il est tenu à une obligation de loyauté. Et la première obligation de loyauté, c'est d'appliquer la loi. Et aujourd'hui, le magistrat, il a un office particulier parce que la loi, ce n'est pas la référence suprême. Au-dessus de la loi, il y a un certain nombre d'instruments, il y a la Constitution et il y a les traités internationaux, parmi lesquels la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, le rôle du magistrat aujourd'hui, c'est de veiller à l'application de cet ensemble de normes qui parfois peut être embêtant pour l'État parce que ça peut limiter de l'action de l'État. Et c'est ça l'État de droit. Et donc vous pensez que cette proposition pourrait ne jamais voir le jour parce que justement il y aurait la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne sais pas ce qui se passera, mais le rôle du magistrat, je pense, il existe en termes de garant de l'état de droit. Et le rôle du magistrat aujourd'hui, c'est aussi quelque part ce qui fonde sa légitimité dans le pays dans lequel on vit, c'est que c'est celui qui va veiller et garantir l'exercice des libertés républicaines et des droits fondamentaux. Donc dans ce cadre-là, il aura un rôle. Vous êtes aussi exprimé pour une plus grande indépendance du parquet et pour l'indépendance des magistrats. Et justement, si on en venait toujours à cette hypothèse d'un gouvernement Rassemblement national, est-ce que vous craignez pour cette indépendance? Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs je regrette que les gouvernants des 25 dernières années n'aient pas pris leurs responsabilités sur ce sujet, parce qu'on leur a dit plusieurs fois que la situation dans laquelle on se trouvait pouvait être dangereuse lorsque, si un jour arrivait au pouvoir un gouvernement peut-être moins démocratique, ou qui en tout cas veuille s'affranchir de la tradition qui existe depuis 12-13 ans, parce que depuis 12-13 ans, alors je rappelle effectivement aujourd'hui, les procureurs peuvent être nommés après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est un avis simple dans la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution permet au gouvernement de passer outre. Le gouvernement ne l'a pas fait depuis 2008. Mais si demain, un gouvernement dit moi je change les règles du jeu et j'applique la Constitution, on pourra nommer un procureur, malgré un avis défavorable qui aurait été donné par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc moi je me bats effectivement depuis très longtemps pour que ce projet passe. Il ne s'agit pas d'indépendance, parce que le parquet ne sera jamais complètement indépendant, puisqu'il doit appliquer la politique pénale. C'est une garantie quand même de non-intervention. C'est une garantie statutaire, si vous voulez, de nature à assurer un exercice serein des fonctions de procureur, et c'est aussi une garantie que le choix des procureurs se fait en fonction des mérites personnels et professionnels, et non pas en fonction des appartenances à des réseaux ou des accointances avec tel syndicat ou tel parti politique. Donc je pense que c'est quelque chose qui est de nature à renforcer la démocratie et de garantir un bon fonctionnement de la justice. Alors vous parliez de la Constitution, vous me permettez de faire une transition. On a entendu dire que le président de la République pourrait avoir recours à l'article 16 de la Constitution, donc qui lui accorderait les pleins pouvoirs. Là encore, quel serait le rôle de la justice, des magistrats? Alors, les magistrats n'auront pas de rôle là-dessus, parce que ce n'est pas nous qui sommes chargés de vérifier la constitutionnalité de tout ça. Mais moi, ce que je note, c'est que, de mémoire, historiquement, la dernière fois qu'on a appliqué l'article 16, c'est après le putsch d'Alger, mais c'est un moment où l'intégrité du territoire de la République est en danger. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de danger pour les institutions de la République uniquement parce qu'on n'a pas une majorité. Ça me pose question. Quoi qu'il en soit, si jamais il y avait un recours,
la marge du président de mémoire est quand même limitée, parce que je crois qu'au bout d'un mois, tout ça est placé sous le contrôle du Parlement, et puis il y a quand même le Conseil constitutionnel aussi qui est là pour veiller voilà, au il y a grain des institutions et pour veiller à contrecarrer. la correcte interprétation de la Constitution. Vous avez été, alors justement, c'est un lien que vous me proposez, vous avez été en poste à Bobigny. Oui. Vous dites que ça a été les moments les plus marquants de votre vie. Oui. Pour ce que vous y avez vécu, découvert, les inégalités, les Ouais. difficultés Ouais. des uns et des autres, le problème du logement, etc. Mais aussi les émeutes de Clichy-sous-Bois pendant 3 semaines. Avant de revenir sur ces émeutes, si effectivement il y avait en France une situation d'émeute, là aussi, on en entend beaucoup parler, après donc, le 7 juillet, si le Rassemblement national, encore une fois, devait arriver au pouvoir, est-ce que là ça pourrait être une raison? Est-ce que vous le redoutez vous-même? Mais je crois que la présidente du RN disait elle-même qu'il y aurait certainement de grosses manifestations si le RN gagnait. Hein. Bon, c'est sûr que ça risque de générer des troubles sociaux. Mais bon, ça n'a rien à voir. Alors, entre manifestations et émeutes, Oui. bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec les émeutes de Bobigny. En 2005, les émeutes de Bobigny, elles font suite à un événement dramatique qui est l'électrocution de Ziad Bouna et puis les blessures graves de Mouhitine. Elles font suite à ça, et c'est véritablement des émeutes urbaines en réalité qui se tournent. Il n'y a aucune dimension de vandalisme là-dedans. Hein. C'est vraiment des émeutes qui sont tournées contre des cibles institutionnelles, puisqu'en réalité les émeutiers s'en prennent, bien sûr ils brûlent des voitures, mais ils s'en prennent surtout aux cibles de l'État, c'est-à-dire des bâtiments publics. Et ça, vous le dites dans votre livre, c'est assez nouveau. Oui. Ce sont des phénomènes nouveaux. Voilà, autrefois on allait les tribunaux, les commissariats. Oui. Comment on en est arrivé là? Vous qui êtes resté vraiment à Bobigny pendant longtemps, vous le racontez, vous alliez la nuit dans des cités, y compris la cité des 4000, je crois, sans gilet pare-balles, vraiment, et vous n'avez jamais eu de problème. Je pense que ce sont des territoires qui se sentent exclus de la République depuis longtemps, depuis les années 80, lorsqu'il y a eu tous ces quartiers qui ont été... j'allais dire, peuplés par voie d'immigration. Vous aviez des quartiers, je me souviens à l'époque, avec 70 à 80% d'immigrés, des taux de chômage allant de 30 à 40%. Donc moi j'ai toujours gardé de ces coins-là, de ces cités-là, une image d'oublié de la République, hein, avec des services publics qui ne sont pas à la hauteur, des dispositifs sociaux qui ne sont pas à la hauteur non plus, des dispositifs éducatifs qui sont en souffrance. Des relations avec la police qui sont extrêmement difficiles, ça moi je l'ai vécu, hein, qui trouvent d'ailleurs leur expression dans cette affaire de l'électrocution. Pourquoi est-ce qu'une bande de gamins fuit la police sont au sur point un de se mettre en chantier, danger de mort, qui n'ont rien fait de mal, prennent la fuite à la seule vue de képis de policiers? Ça n'a aucun sens. Ça signe effectivement des relations qui sont extrêmement tendues. Et je pense que c'est tout ça qui, effectivement, à un moment donné, se traduit par une explosion, hein, et qui, effectivement, va mettre le département à feu et à sang pendant 8 jours. Hein. Vous regrettez la police de proximité? Elle avait des avantages et des inconvénients. C'est vrai que, bon, ça a peut-être été présenté d'image réduite. La police, c'est pas fait pour jouer au foot tout le temps avec des gamins, c'est autre chose. Mais il y avait quand même dans la police de proximité une dimension qui effectivement rapprochait les policiers des habitants. Moi, j'ai connu effectivement aussi une époque où les CRS gardaient les plages. On a connu, oui. Oui, mais c'était porteur d'une image intéressante sur les relations entre les jeunes et la police. Il y avait des centres de jeunes, moi j'ai connu ça dans mon département. Aujourd'hui, c'est pas pareil. La première fois que je suis allé visiter, je raconte dans mon livre, hein, à la Courneuve, je suis allé dans les 4000, j'ai fait la tournée du quartier, dans une voiture de police, avec la vitre à demi baissée, parce qu'on m'a dit, la fermez pas complètement, parce que si vous prenez un caillou, elle va exploser. J'ai pas pu me mettre pied à terre. Et je me souviendrai toujours, on avait donné aux policiers de la Courneuve des vélos. Les vélos étaient remisés au commissariat, ils les utilisaient jamais, alors que ça aurait été un instrument de proximité. Quand je suis revenu quelques jours plus tard avec le maire communiste de la Courneuve, M. Poux, de mémoire, je me suis baladé 2 heures avec lui dans le quartier, j'ai parlé à tout le monde. Donc je pense qu'il y a des tensions qui, je ne suis pas persuadé d'ailleurs qu'elles aient beaucoup baissé. Hein. Je pense qu'il faudrait, tout en préservant les nécessités de la répression, arriver à réintroduire cette dimension de proximité qui pourrait effectivement...
Mais d'étendre un peu les relations, effectivement, avec les gens de ces quartiers. Comment on fait face à de telles émeutes urbaines, voilà, alors qu'aujourd'hui, il y a des armes de guerre dans certains territoires, des kalachnikovs et autres? Écoutez, comment on fait face? Moi, j'avais le souvenir que je pense que la police avait globalement bien géré ce truc-là, parce que on a vu une organisation d'abord où, bon, alors, il y avait beaucoup de gens sur le terrain. Hein. Je pense que les policiers étaient assez tétanisés de ce qu'ils voyaient. Hein. Moi, on était toutes les nuits avec mes adjoints, avec le chef de la sûreté, dans des locaux de police. On entendait les conférences radio sur vous savez, ces gros appareils radio qu'ils ont dans la police qu'on appelle Acropole. Donc on entendait les conversations. Il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Mais ça a été finalement pas mal géré. Bon, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu, de mémoire, un mort. En dehors de Zouadébouna, oui. Un peu en périphérie de tout ça. Et finalement, ça aurait pu se passer beaucoup plus mal que ça s'est passé les 8 jours qui ont suivi. Donc je pense que finalement... mais le problème, c'est que ces émeutes, elles sont arrivées, elles ont existé, et que pendant 8 jours, on n'a pas pu les enrayer. Alors vous êtes occupé aussi d'un dossier que vous avez voulu prendre à bras-le-corps lorsque vous étiez à Bobigny, c'est contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi? Non, je ne dirais pas que j'ai réussi, parce que le problème est quand même beaucoup trop complexe et dense pour dire que j'ai réussi. Je pense que par contre, je ne dirais pas mais mon équipe et puis les associations, et notamment Mme René, je pense qu'on a réussi en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire vous ne lâchiez pas, hein, quand vous aviez connaissance d'un dossier, vous ordonniez à ce qu'on aille je mets Mme René bien avant moi, parce qu'elle a l'antériorité et puis effectivement la volonté bien avant que je l'ai eue. Mais je pense effectivement on est arrivés tous ensemble à ce que les actions conduites dans ce département en fassent une sorte de pilote dans les actions en faveur de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et ça, je pense que clairement, la Seine-Saint-Denis est en pole position. Donc pour ce département, je pense qu'on a réussi, même si ce n'est pas parfait. Le problème, c'est que tous les départements de France ne sont pas au même niveau. C'est c'est un gros patchwork, hein, en réalité, où les choses dépendent peut-être encore trop, même s'il y a eu beaucoup de progrès depuis 3-4 ans, de l'investissement des gens. Alors aujourd'hui, tous les dispositifs ont été tirés vers le haut, mais tout le monde n'est pas au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc il faut continuer à progresser, notamment dans la formation et la spécialisation. Moi, je crois que c'est vraiment les 2 maîtres mots des magistrats, des policiers, des gendarmes et de tous les acteurs sociaux. Surtout les femmes. Hein. Ouais. Mais alors, j'ai un chiffre sous les yeux. Dites-moi s'il est bon. En 2023, 80% des plaintes pour viol ont été classées sans suite. Oui, alors ça, quand je parle, moi, de violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, je parle de ce qu'on appelle les violences domestiques. Oui, donc mais bon, là, j'en viens maintenant aux histoires de viol. Et en plus, on a tous été émus par le viol de cette petite jeune fille de 12 ans par des garçons de 13 ans. Donc là encore, l'âge descend de plus en plus dans la délinquance, le crime, parce que le viol est un crime. C'est un sujet, ça, qui est beaucoup plus lourd et sur lequel, effectivement, on doit beaucoup progresser, parce que c'est des chiffres qui sont assez consternants et qui signent aussi... ça signe pas, contrairement à ce qu'on a pu me dire récemment, il n'y a aucun mépris pour les victimes. La justice, elle fait ce qu'elle peut, elle fait peut-être pas bien, mais vous avez tout un tas de gens qui sont très impliqués dans ces choses-là. Ce taux de classement, il est la résultante, si vous voulez, un certain nombre de facteurs. D'abord, c'est une criminalité qui est très dure à traiter. Moi, je dis toujours que sur les 40 ans de carrière que j'ai eus, les dossiers les plus difficiles que j'ai eu à traiter, c'est des dossiers de viol, et particulièrement quand ils portent sur des faits anciens, parce qu'il faut apporter des preuves. Et c'est difficile parce que on n'est peut-être pas suffisamment performant dans l'organisation policière, gendarmique et judiciaire. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut qu'on progresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous diriez que la justice est en crise quand on voit justement le nombre de plaintes? Vous le racontez, quand vous arrivez à Bobigny, vous découvrez des milliers de plaintes qui ne sont pas traitées. Est-ce qu'il y a une crise dans le monde de la justice? Oui, elle est en crise. La justice, elle est rendue par... On vous promet des moyens que vous n'avez jamais. Hein, vous, c'est pas vous personnellement, c'est vous, le monde de la justice. La justice, elle est rendue par des hommes et des femmes, des magistrats et des fonctionnaires qui véritablement portent le système, hein, par leur dévouement et leur abnégation. Et c'est vraiment grâce à eux que le système tient. Mais c'est vrai qu'elle est en crise. Elle est en crise parce que
on a passé son temps au niveau des pouvoirs publics à charger la barque, hein, si vous permettez l'expression, et à donner à l'institution de nouvelles charges et de nouvelles compétences depuis 20 ans, sans qu'ils soient accompagnés des moyens nécessaires. C'est la situation qu'on avait dénoncée dans le comité des États généraux de la justice. Donc c'est évident, ça, que la justice est en crise, et du coup, elle a plus de mal à répondre à ce qu'on attend d'elle. Les délais, il y a 2 ans, avaient doublé. Il y a des tas de peines de prison qui ne sont pas exécutées, on manque de places de prison, on n'a pas assez de moyens, et du coup, l'institution judiciaire a perdu la confiance de la grande majorité des citoyens français. Donc c'est un vrai problème, ça, et cette confiance, il faut à tout prix la retrouver. Vous rendez d'ailleurs hommage dans votre livre aux jeunes magistrats. En revanche, vous n'êtes pas tendre avec les politiques. Hein, avec certains, vous dites au moment de la mort de Naël, il ferait mieux de se taire. Hein, on les entend un petit peu trop. Oui. Mais comme on arrive à la fin de l'émission, vous êtes aujourd'hui à la retraite, François Molins, mais vous feriez un parfait ministre de la Justice. Non, hein non. Vous le dites, mais bon, votre nom a couru plusieurs fois, vrai que mais là, il va y avoir un nouveau gouvernement, c'est peut-être le moment. Les affaires judiciaires sont compliquées et les politiques devraient s'abstenir de commentaires sur les affaires judiciaires, souvent. Parce que, d'abord, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent dire des choses qui ne correspondent pas au contenu de l'enquête. Et puis l'expérience démontre que parfois, la parole qu'ils ont peut contribuer non pas à apaiser, mais encore à jeter à souffler sur les braises et jeter de l'huile sur le feu. Non, moi, j'ai pas de vous ne demandez pas, mais si on vous proposait... Non, franchement, j'ai pas envie, parce que j'ai essayé de l'expliquer récemment. Je ne suis plus à l'âge des compromis, hein. La politique, c'est quand même beaucoup l'art des compromis. Moi, j'ai passé cet âge-là. Je crois à certaines choses. J'essaie de me rendre utile, mais je me rends utile aujourd'hui autrement. Donc, franchement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui m'attire. Bon, on verra. Merci beaucoup, François Molins. On est déjà au bout de ces 26 minutes. Et vraiment, je vous recommande le livre de François Molins, au nom de tous les Français, du peuple français, pardon. C'est presque un thriller, enfin en tout cas c'est un page-turner, on tourne les pages et on le lit vraiment avec beaucoup d'intérêt et on apprend beaucoup sur le monde de la justice. Merci encore. Merci beaucoup.